Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité en ce vendredi 8 août 2025. Philippe Labrec au micro. Replongeons dans un sujet épineux et sensible comme nous l'avions fait la semaine dernière, soit le phénomène de la dénatalité. Cette baisse drastique observée un peu partout en Occident et dans le monde du nombre de naissances. Pour en parler, nous recevons Jean-Christophe Jasmin, directeur de la section Québec de l'Institut Cardus. Monsieur Jasmin, bonjour. Bonjour, M. Labrec. Et bienvenue. Premièrement, qu'est-ce que l'Institut Cardus? L'Institut Cardus, c'est un institut de recherche en politique publique qui a 25 ans. Un institut qui est né il y a 25 ans à partir d'un syndicat en Ontario de tradition chrétienne-démocrate, comme on trouve souvent en Europe. Donc, on travaille sur des questions de recherche. Bien entendu, on propose des solutions en termes de politique publique. On est de tradition, donc pensée sociale chrétienne, qui s'est développée au cours des siècles. On est non partisan, donc on offre nos recherches et nos études à tous les partis. On ne fait pas la promotion de partis ou de candidats. Puis, moi, je dirais, on a une approche maximaliste par rapport à la société civile puis à ses institutions. Donc, on croit dans les institutions. On n'est pas des néolibéraux. On croit dans la place de la famille, de l'école, des syndicats, des communautés de foi dans un rôle de construction de la société. Parfait. J'imagine que la gauche, les partis de gauche doivent être moins réceptifs là, quand même, en moyenne. Ça dépend des sujets, voyez-vous. Il y a des études, par exemple, on travaille sur la question des prêts usuriers, tu sais, les avances de paye, là. Ben, ça, en ce moment, le parti qui fait la promotion de ce genre d'encadrement législatif, de produits financiers, c'est Québec solidaire. Donc, je dirais, et il y a des choses qu'on va parler de la natalité où je crois qu'il y a consensus, ou en tout cas, ce sont des enjeux qui dépassent la partisanerie, là. Puis nous, on considère que la tradition sociale chrétienne est difficile à intégrer dans un seul parti. Il faut se souvenir aussi que certains partis, comme le Nouveau Parti démocrate, a été fondé par un pasteur baptiste, donc bien ancré dans cette tradition sociale démocrate chrétienne. Nous, on pense qu'on est là pour longtemps, puis on veut parler à tout le monde. Tout à fait. Vous avez parlé de natalité là, dans une publication récente, une série de publications en fait, au sein de l'Institut Cardus, mais le dernier texte là, en date, si je ne me trompe pas, il est intitulé « La vacance des berceaux ». On parle de vacances comme étant vacances, j'imagine. C'est pas les vacances l'été. non. Vous avez tenté... petit jeu de mots sur la revanche j'ai des compris. berceaux. Ouais. Mais je m'étais dit que c'était peut-être traduit de l'anglais aussi, de vacancy. Et là, je me suis dit, peut-être la traduction mais en fait, j'ai compris le jeu de mots, oui, tout à fait. Oui. Vous avez tenté de déterminer quels étaient les facteurs qui mènent les femmes, principalement, là, vous parlez beaucoup des femmes, à avoir moins d'enfants. Et vous avez fait un sondage chez 3000 femmes entre 18 et 45 ans, si je me rappelle bien. Quels ont été les résultats? Ouais, vous douterez que c'est difficile de résumer tout ce rapport-là d'une vingtaine de pages en 2-3 mots. Je dirais quelques observations qui ont été quand même surprenantes. C'est qu'il y a vraiment un écart important entre le nombre idéal d'enfants que les femmes désirent avoir. Au Canada, c'est en moyenne 2,2 enfants. Donc, juste en dessous, juste au-dessus du niveau de maintien de la population. Donc, un écart entre le nombre idéal, le nombre qu'elles planifient avoir. Donc, les femmes se disent, la famille idéale serait 3 enfants, mais pour certaines raisons, j'anticipe en avoir 2. Et le nombre qu'elles auront au final. Et si la tendance se maintient, avec les taux actuels, les femmes canadiennes de moins de 30 ans vont finir avec environ 1,4 enfants en moyenne. Et donc, ça, c'est un des faits qui est quand même important, qui souligne justement cet écart-là. Il faut réaliser l'importance. Là, qu'est-ce que ça veut dire 1,4 enfants par femme? Ça signifie une décroissance, là, s'il n'y avait pas d'intrants et d'extrants, de 35% de la population à chaque génération. Donc, si on était des orignaux, on serait sûrement placé sur une liste. Oui, tout à fait. Puis, je veux dire, l'étude sort alors que les chiffres qui sont rentrés pour 2024 montrent que le Québec est, pour la première fois de son histoire,
tomber dans une période de décroissance. Oui, le nombre de décès a dénatalité. dépassé les naissances au Québec, tout à fait. En 2024, pour la Exactement. première fois. Oui, tout à fait. Ben écoutez, Euh, ce que vous un me autre, dites... oui. Oui, allez-y, continuez. Non, ben, il y avait un autre phénomène intéressant là, qui ressort de l'étude. C'est quand on pose les questions aux femmes de moins de 30 ans, puis on essaie de voir la corrélation entre certaines de leurs réponses et celles qui ne planifient pas avoir d'enfants dans les 2 prochaines années. Donc, autrement dit, c'est quoi les facteurs qui jouent sur le fait que les femmes euh, planifient pas avoir les enfants qu'elles désireraient avoir? Et on voit, là, dans le fond, de manière surprenante, que même si l'économie est venue souvent là, dans la dernière campagne électorale, l'accès au logement, c'est des thèmes qui reviennent souvent, ou la crainte par rapport au changement climatique, dans les faits, les facteurs qui semblent avoir le plus gros impact sont liés à des questions plus existentielles liées au parcours de vie ou des inquiétudes liées au temps qu'exigent les enfants puis la qualité de vie. Donc, la réponse la plus courante qui apparaît chez 25% des répondantes qui ne planifient pas avoir d'enfants dans les 2 prochaines années, pour expliquer pourquoi, là, dans le fond, c'est qu'elles désirent, en tout cas, c'est des réponses qui veulent à peu près dire, je désire me développer davantage comme personne. Euh, Puis de ces résultats-là, on voit deux concepts intéressants. Là, ce phénomène-là de ce qu'on appelle l'enfant couronnement. En anglais, c'est capstone children. Donc, c'est comme la pierre maîtresse ou la dernière pierre là, qui est posée quand on bâtit quelque chose, Complète la chose. qui complète. Donc, on voit ce phénomène-là par rapport au mariage. Fait que c'est un peu de dire, ah ben, je vais avoir des enfants quand je vais avoir fini mes études, je vais avoir la maison, je vais avoir la carrière, je vais avoir de l'argent de côté. Je vais avoir le temps, puis bon, ben, le temps que toutes ces choses-là arrivent, bon, on arrive à la fin d'une fenêtre Ben, si je pour peux me avoir des permettre, enfants. on en Allez-y. parlait avec David Santarossa, mon chroniqueur, la semaine dernière, et bon, on citait d'autres articles et d'autres études qui disaient similairement les mêmes choses en termes de causes. Mhm. Et j'en étais venu à la conclusion, bon, c'est basé sur mes observations personnelles qui sont anecdotiques. Là, je ne suis pas un chercheur dans le domaine, là, bien sûr. Oui, oui. C'est Et des les lectures anecdotes. que j'ai faites, les anecdotes, oui, tout à fait. Et en fait, j'en suis un peu venu à la conclusion que c'est des excuses. C'est que principalement, on va toujours trouver une bonne raison de ne pas avoir des enfants. On va sortir les hommes et les femmes, là, c'est pas que les femmes d'ailleurs, de raison X, Y ou Z. Il y a quelque chose de plus profond, j'ai l'impression, qui arrive. Parce qu'on voit la même chose arriver dans une multitude de pays, et pas que les pays riches. Je regardais les données démographiques de l'Afrique subsaharienne, qui est supposément la pépinière mondiale en termes de population, et même elle, même si les taux de natalité restent encore extrêmement élevés, même en Afrique subsaharienne, tout ça baisse drastiquement et rapidement. On parle, je pense, le pays avec le taux de natalité le plus bas est la Corée à 0,7 ou 0,8 enfants. Là, ça veut dire d'ici la fin du siècle, il restera à peu près plus de Coréens. Il n'y a pas quelque chose de plus fondamental que les sondages ne pourront pas vraiment sonder, si je peux dire, dans le sens où les gens n'ont pas les mots, MOTS, si je peux dire, pour exprimer vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est peut-être trop ésotérique aussi comme explication? Non, non, au contraire, je veux dire, la natalité, c'est un phénomène complexe qui est influencé par une multitude de facteurs. Puis c'est certain que celui ou celle qui va découvrir une solution à ce problème-là va recevoir un prix Nobel. Maintenant, le débat, c'est à savoir si ça va être un prix Nobel d'économie ou de littérature, parce que c'est vraiment quelque chose, comme vous dites, de plus fondamental qui joue là-dessus. Ce qu'on peut observer, c'est que le nombre d'enfants désirés est en baisse depuis les années 50. Mais les femmes désirent toujours 2,2 enfants en moyenne, là. Et plus une femme désire d'enfants, ben plus elle va en avoir. Donc ça semble indiquer aussi que il n'y a pas comme un plafond maximal qui s'impose. C'est comme si, autrement dit, si tu veux, tu peux. La question, c'est ben, pourquoi on veut pas ou pourquoi est-ce qu'on veut moins. Puis, et là-dessus, il y a vraiment un ensemble de facteurs. Puis, il y a des sous-populations aussi qui vont avoir des taux de natalité qui nous permettent un peu de poser des hypothèses par rapport pourquoi est-ce qu'en moyenne, on a moins d'enfants. Je pense que certains de ces gros facteurs-là sont liés justement au coût symbolique d'avoir des enfants.
On parle des parents hélicoptères, là, cette idée-là que chaque enfant doit avoir accès à ses activités sportives, ses activités artistiques, d'avoir une fête où on invite tous les enfants. Ben là, si tu as 4 enfants, là, c'est comme 4 anniversaires organisés, chacun a ses amis. Ça commence à être... la vie un peu. Là, c'est vrai que cette préoccupation-là par rapport à la qualité de vie, surtout si les femmes qui n'ont pas d'enfants se comparent à leurs amis qui en ont, c'est vrai que nos normes culturelles sont quand même assez élevées comparées au poulet en liberté qu'on élevait peut-être dans les années 50 où éduquer les enfants, ça voulait dire allez jouer dehors, puis si tous les parents faisaient ça, ils s'éduquaient entre eux avec des Mais on parle beaucoup des femmes ici. Dans vos textes aussi, les femmes, qui est à mon avis juste, dans le sens où c'est l'élément central de la chose, mais qu'en est-il des hommes? Oui, c'est une question très intéressante. On me la pose souvent quand on vient parler de cette étude-là. Je peux vous mettre l'eau à la bouche en disant qu'on est en train de faire un sondage d'une envergure similaire auprès des hommes en ce moment même. Donc, on n'a pas encore des résultats préliminaires, mais dans les prochaines semaines, on devrait compiler ça puis arriver à certaines conclusions. Ce qui est intéressant, quand même, c'est que, dans les réponses des femmes, on voit que la recherche, le fait de ne pas avoir le bon conjoint, entre guillemets, a quand même un impact important par rapport à l'intention des femmes d'avoir des enfants bientôt. De même qu'une crainte face au partage inégal des responsabilités parentales. Donc, un mari paresseux ou un chum qui se dit, écoute, il va pas aider beaucoup si on se ramasse avec 1, 2 ou 3 enfants. Mais la volonté du partenaire d'avoir des enfants ou non semble avoir à peu près aucun impact. Comme quoi, la décision finale dans la tête des femmes, c'est vraiment à elles que ça appartient. Que si elles veulent un enfant ou si elles n'en veulent pas, c'est pas le conjoint qui va décider à leur place. Intéressant. Donc la natalité serait presque entièrement un phénomène qui découle des décisions des femmes. Ouais, c'est pour ça que cette étude-là se concentre d'abord sur les femmes, mais en même temps, peut-être aussi que, sachant ça, les hommes qui veulent pas avoir d'enfants ont plus intérêt à être des mauvais conjoints ou à pas partager les tâches, ce qui est pas du tout recommandé. Mais j'imagine que... c'est contradictoire, si je peux dire, dans le sens où c'est un stéréotype, là, mais l'homme des années 40, 50, des années 30 même, là, un siècle, qui travaillait 70 heures semaine, qui n'était jamais à la maison, donc faisait absolument aucune tâche ménagère, avait 10 enfants. Et l'homme d'aujourd'hui qui travaille 35 heures semaine, syndiqué avec 8 semaines de vacances, est à la maison, s'occupe des enfants, est quasiment une deuxième mère, et pourtant ils n'ont pas d'enfants. Oui, non, tout à fait. Ça touche un peu une réponse à votre question précédente là, par rapport au phénomène plus profond. On parlait tout à l'heure de société civile. Si on fait un portrait un peu caricatural de la société, là, il y a l'État, il y a le marché, puis il y a la société civile qui est remplie d'un ensemble d'institutions qui sont des relations, si on veut, des réseaux de relations qui sont cristallisés à travers, je sais pas moi, le syndicat, je veux dire le chapitre local du syndicat auquel on participe, ou le quartier, ou la paroisse. Puis les institutions fondamentales, c'est la famille élargie, mais ultimement, ça pose c'est la le question. couple. Hors religion, il nous reste 1 minute environ, là, Okay, hors contexte religieux, est-ce qu'on peut vraiment espérer un regain démographique? Je pense aux Amish aux États-Unis qui ont un taux de natalité extrêmement élevé, aux Juifs orthodoxes en Israël qui ont un taux de natalité extrêmement élevé. On dirait que les groupes religieux très orthodoxes qui réussissent. Oui, on a une autre étude là-dessus, si ça vous intéresse, sur justement l'impact de la religiosité sur la famille. Puis on voit que les personnes pratiquantes ont en moyenne un enfant de plus par femme, ce qui est énorme quand on considère l'impact relatif des politiques publiques, là. En Hongrie, si tu as 3 enfants aujourd'hui, tu n'as plus d'impôt sur le revenu à vie. Tout à fait. Mais ça a un impact quand même marginal, là, 1,2, 1,3 enfants par femme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait une grosse distinction entre les groupes religieux, par exemple, comme des catholiques traditionnels, où la contraception est pas permise, où il y a comme des dogmes qui poussent à avoir plus d'enfants, et des groupes comme les protestants, ou certains groupes protestants, où doctrinalement, il n'y a pas vraiment une emphase là-dessus. Puis on remarque que dans le fond, c'est que ces groupes-là, à quelque part, ont
une manière de concevoir la vie où ce qu'elle est très valorisée. Donc, avoir un enfant, c'est quelque chose qui est bien, qui est reconnu. En C'est 5 pas comment secondes. t'es en train de créer. Donc, voilà, il y a un impact important sur la religiosité et avoir des enfants. À suivre, discussion intéressante. Jean-Christophe Jasmin, directeur du Québec pour l'Institut Cardus, merci. Merci beaucoup. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Lundi à la même heure, nous recevrons Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal, à la technique Daniel Fortin, à l'animation moi-même Philippe Labrec, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.